Salut, c'est Black Ink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, on poursuit les instincts de survie avec la série de vidéos concernant les runs d'Akodo Fossea sur les gardiens en solo standard. Comme d'habitude, on va parler de l'investigateur, du deck initial et final et un petit retour d'expérience sur les différents modules du deck. La dernière fois, on s'était quitté avec Caroline Fern. Et aujourd'hui, en toute logique, on va continuer avec l'investigateur des dévoreurs de rêves. J'ai nommé Tommy Muldoon, le bleu. Tommy Muldoon, il a 3 en volonté, 3 en intelligence, 4 en force et 2 en agilité. Il a en fait, somme toute, la même statline en matière de compétences que Roland Banks. Il a les traits police et veilleur. Sa capacité est une réaction quand un soutien que vous contrôlez est vaincu, gagnez X ressources. X étant le nombre total de dégâts et d'horreur sur ce soutien. Mélangez ce soutien dans votre deck. Son signe des anciens est un +2, vous avez le droit de déplacer jusqu'à 2 dégâts et ou horreur de Tommy Muldoon vers un soutien que vous contrôlez ou vice versa. Il a 8 points de vie et 6 points de santé mentale, et c'est là la différence en matière de statline avec Roland, c'est qu'il a une statline en matière de vie plus équilibrée, Roland ayant 9 et 5, Tommy ayant 1 point de vie en moins, 1 point de santé en moins et 1 point de santé mentale en plus, ce qui est un poil plus intéressant. Sur sa construction de deck, c'est un deck de 30 cartes et il est biclassé classique, gardien majeur et survivant mineur. Sa capacité va très bien avec l'aspect, on va dire, survivant, c'est-à-dire le fait d'avoir un certain recyclage. C'était l'une des propriétés initiales, on va dire, des survivants. Il y avait un peu cet aspect de défausse avec Wendy Ashkan et cette capacité de recyclage, aussi avec un peu cet aspect gestion de la défausse avec William Nurick. Tommy, avec son biclassage classique, se marie bien avec cette caractéristique des survivants. Son Elder Sign est un +2, c'est quand même encore une fois quelque chose d'assez intéressant à voir. C'est pas tous les investigateurs qui ont ça, même si on ne peut pas, on va dire, se reposer sur un signe des anciens pour réussir un test, mais c'est quand même assez intéressant et il fait vraiment écho un peu à sa capacité, puisqu'il permet, voilà, de distribuer de façon plus intéressante ou d'optimiser la distribution des dégâts et horreurs entre Tommy et les soutiens qu'il a. Évidemment, on va vouloir aller chercher un certain nombre de soutiens disposant de points de vie ou de points de santé mentale, de façon à gagner des ressources. Cette capacité de Tommy est, entre guillemets, complétée par son soutien signature, Becky. Becky est un soutien du coup qui coûte 2, qui est une icône de force, une icône d'agilité, une icône libre, les traits objet, arme, arme à feu, deck de Tommy uniquement, utilisation de munitions. Chaque ressource gagnée grâce à la capacité réaction de Tommy Muldoon peut être placée sur Becky en tant que munition à la place. Et c'est en ce sens que Becky vient compléter ou changer, transformer, ajuster la capacité de Tommy. À mon avis, en tout cas c'était le premier investigateur dont la carte signature avait un lien direct avec la capacité de l'investigateur, sauf des investigateurs particuliers comme Séphina Rousseau, puisque le monde peint dépendait directement de la capacité de Séphina. Mais c'est le premier investigateur, et c'est d'ailleurs, il me semble, vous me direz si je me trompe à ce jour, le seul qui a vraiment une carte signature qui a, entre guillemets, on pourrait dire, une correspondance directe avec sa capacité. Si oui, dans une certaine mesure, Mark Harrigan, avec Sophie aussi. Mais bon, bref, tout ça pour dire, la capacité activée de Becky, dépenser une munition, combattre, vous gagnez +2 en force et infliger +1 dégâts pour cette attaque. Becky occupe les 2 slots de main. Donc bon, on voit clairement que, à contrario de Caroline Fern, on est sur un gardien, un vrai, avec une stat en force qui est un peu plus intéressante que la stat moyenne de 3, même si c'est pas le 5 de Mark Harrigan. Et on a un gardien qui renoue un peu avec les origines de la classe gardien, puisque sa carte signature est une arme à feu, à l'instar de Roland Banks. Sa faiblesse signature, l'erreur de débutant, c'est une bévue, un défaut, révélation, défausser chaque soutien avec au moins un dégât ou une horreur dessus que vous contrôlez. Si aucun soutien n'est défaussé par cet effet, mélangez erreur de débutant dans votre deck. Bon, c'est une faiblesse qui s'apparente énormément à la faiblesse de Leo Anderson et qui est récursive.
Bon, c'est pas la pire des faiblesses, encore une fois, c'est une faiblesse qui va mettre à mal un certain nombre de soutiens qu'on a. Après, quelque part, ben, il s'agira de venir concentrer les dégâts et les horreurs sur un ou deux soutiens, de façon à ne pas en défausser trop, puisque ça viendra, on va dire, mettre un peu de sable dans le mécanisme de Tommy. Après, concrètement, quelque chose qui peut être reproché à Tommy, c'est le fait d'avoir trop de soutien avec des points de vie et des points de santé mentale, et ce qui fait que leur récursion au sein du deck vient en fait alourdir le gameplay de Tommy, parce que ces soutiens-là, à moins qu'ils soient rapides, et c'est pas le cas, en tout cas pour beaucoup, quasiment pour la totalité d'ailleurs, sauf exception particulière, bah en fait, on vient consommer beaucoup d'actions pour poser ces soutiens. Donc quelque part, comme on va en mettre dans le deck de façon soit à approvisionner Becky, soit pour venir tanker nos dégâts, voire les dégâts des camarades de jeu, ben, le fait d'en perdre un ou deux qui vont dans la défausse, quelque part, c'est pas si mal, parce que il faut quand même voir qu'il y a un revers de la médaille par rapport au fait de remélanger ces soutiens dans le deck. J'ai déjà parlé du premier point, c'est-à-dire une grosse consommation d'actions pour poser ses soutiens pour tanker, sachant que c'est pas le fait de tanker des attaques ou de tanker des dégâts ou des ors qui nous aide à gagner le jeu, c'est vraiment l'enquête et le fait, dans une moindre mesure, de gérer les ennemis. Donc c'est quand même moins intéressant. Et par ailleurs, toute carte soutien avec des points de vie ou de santé mentale repiochés, ben c'est une autre carte qui n'est pas piochée. Ça peut être Becky, déjà, ça peut être une autre arme, ça peut être du cancel, ou ça peut être quelque chose pour enquêter quand on est en solo. Donc, en fait, l'erreur de débutant, franchement, moi, je ne considère pas que ce soit une vraie faiblesse. Après, évidemment, si vous misez tout sur un allié particulier en un exemplaire dans le deck, comme par exemple les renforts de l'agence, c'est certain que c'est un peu dommage. Néanmoins, bon, si vous cumulez plusieurs petits soutiens à droite à gauche, le fait d'en perdre un ou deux, c'est pas bien grave et vous arriverez quand même à vous en sortir sans ce soutien-là. Voilà, il faut juste avoir présent à l'esprit le fait de ne pas dépendre exclusivement d'un seul soutien qui concentre, on va dire, l'ensemble des qualités du deck. Mais en dehors de cela, erreur de débutant, c'est pas si embêtant que ça, en tout cas de mon point de vue. On va passer du coup au deck de départ. En toute logique, on fait l'investigateur de chaque campagne. Akodo a choisi d'utiliser Tommy Muldoon pour la partie quête onirique. La partie La Toile des Songes étant jouée avec le Roland parallèle. Et il y aura évidemment à l'avenir une vidéo sur le Roland parallèle qui va demander quand même pas mal de boulot parce que c'est un investigateur très particulier et que je n'ai pour le coup jamais joué. Mais bref, le deck de départ du coup pour la quête onirique, le voici. Alors, on part clairement sur le fait d'avoir que Becky comme arme à feu et du coup comme solution pour gérer les ennemis. Vous le verrez, ça va être un deck qui va évoluer vers l'archétype Pimp My Gun, c'est-à-dire amélioration d'une arme à feu, en l'occurrence pour Becky. Du coup, en combat, on a Becky, on a le chien de garde en réaction, de façon à venir coller quelques petits dégâts supplémentaires, faire peut-être le dégât impair qui va bien, puisque Becky va permettre de coller 2 dégâts d'affilée, ou d'un coup, pardon. Sur, du coup, le soutien à Becky et au chien de garde, on a les coups vicieux, de façon à faire un peu plus de dégâts. On a Audace, qui va nous permettre de booster à plus 3 des attaques et de piocher une carte. Et on a déjà des cartes qui viennent comboter ou s'ajuster à Becky avec modification sur mesure, qui est arrivée avec les clés écarlates, et plus qu'une dans la chambre, qui est aussi arrivée avec les clés écarlates. Modification sur mesure, c'est une carte personnalisable qui nous permet, moyennant de cocher des cases, améliorer l'arme à feu à laquelle il est attaché. Et plus qu'une dans la chambre nous permet de bénéficier d'une munition supplémentaire avec un boost en force supplémentaire pour ce test. Donc c'est quand même intéressant. Sur le volet de l'enquête et avec un 3 en intelligence, c'est vrai qu'il est important en solo de réussir à enquêter de façon intéressante. Becky prend 2 slots de main, donc Akodo s'est vu dans l'obligation, faute d'autres possibilités identifiées, d'avoir une bandoulière, en tout cas en 2 exemplaires, pour y mettre une lampe torche, et donc utiliser la lampe torche pour les lieux à faible valeur occulte. À côté de ça, il dispose de 2 preuves et de 2 scènes de crime de façon à obtenir des indices, soit en vainquant des ennemis, soit sans
qui est d'ennemis dans le lieu avec scène de crime, de façon à gérer les lieux avec les plus fortes valeurs occultes, 4, 5 notamment. Une petite perception pour couronner le tout, de façon à venir booster quelques enquêtes de la lampe torche pour la valeur intermédiaire de 3, parce que c'est vrai qu'utiliser une preuve pour une valeur de 3 ou une scène de crime pour une valeur de 3, c'est un peu dommage, donc autant tenter un truc avec la lampe torche à 5 contre 1. Voilà. Au niveau des soutiens au deck, on a le talisman protecteur qui, à défaut d'avoir des points de vie ou des points de santé mentale, nous permet quand même, moyennant une action rapide, d'avoir un petit coussin de sécurité. On a le précieux souvenir au niveau des horreurs. Tetsuo Mori pour aller chercher Becky si jamais on l'a pas dans notre main de départ. Et après, on a le chanceux pour venir réussir quelques tests et prendre l'initiative pour gérer voilà, un peu le deck de rencontre, se préparer au pire pour aller chercher Becky, donc ce qui fait quand même 4 cartes qui nous aident à aller chercher Becky, de se préparer au pire, de Tetsuo, ce qui fait qu'au total, au mieux on a Becky dans notre main de départ, à défaut on a soit se préparer au pire, soit Tetsuo, ça fait 5 cartes sur 33, c'est pas trop mal en matière de probabilité, avec le mulligan, il y a quand même moyen de récupérer une de ces 5 cartes en main de départ. Que dire de plus? Pas grand chose. On va du coup passer au deck final. Ah oui, non, d'abord, excusez-moi. En termes de coût, c'est un deck voilà, qui a un coût assez moyen avec beaucoup du coup de soutien quand même, 13 soutiens. Il y aurait pu en avoir plus, franchement, il y aurait pu en avoir plus sur des decks Tommy. Parfois, on a beaucoup plus de soutien que ça. Un coût, bon, voilà, qui est moyen, rien de particulier là-dessus. Et en matière d'icônes, bon, on a clairement une prédominance pour les icônes d'intelligence, puisqu'il va en falloir pour pouvoir enquêter. Après, clairement, scène de crime, il y a une icône d'intelligence, une icône de force, on ne va pas les utiliser, on utilisera scène de crime pour scaler. Preuve, il y a 2 icônes d'intelligence, si mes souvenirs sont bons, on ne va pas les utiliser. Donc, c'est quand même un peu faussé. Hein. Mais ces cartes, pour beaucoup de cartes qui ont des icônes d'intelligence, elles servent à trouver des indices. Donc, ça va. Beaucoup d'icônes libres, donc ça c'est pas mal. Attention, beaucoup d'icônes libres certes. 13 icônes libres. Néanmoins, il faut dire que ces icônes libres sont quand même réparties en gros sur 4 cartes. 2 prendre l'initiative et 2 audace. Ça fait déjà 12 icônes. Attention, voilà, petite particularité à prendre en compte. Le deck final du coup, on y vient. C'est un deck en l'état qui est à 17 XP. Donc c'est pas énorme. Et comme je disais, c'est un deck Pimp Becky. Alors en quoi est-ce qu'on voit que c'est un deck Pimp Becky? Bon, il y a Fiable qui est arrivé. Il y a Munitions personnalisées aussi pour faire plus de dégâts sur du coup les monstres, si je ne m'abuse. Et avoir un boost supplémentaire aussi. On a Sans tenir au plan avec le module classique de mise en place en accéléré. Avec Sans tenir au plan, toujours sur ses gardes pour poser un maximum de soutien et du coup venir un peu pallier dès le début de la partie le fait de devoir dépenser beaucoup d'actions pour poser des soutiens. On a l'étoile, une carte qui se marie très très bien avec Tommy puisqu'elle va permettre de rentabiliser d'autant plus les précieux souvenirs, le chien de garde, surtout le chien de garde avec sa capacité en réaction. Bon, d'une certaine façon, Tetsuo, même si Tetsuo, on a envie de le voir mourir relativement vite pour aller piocher un objet, aller chercher un objet. Surtout si notre Becky s'est faite défausser et aller du coup la récupérer dans la défausse. On a un charisme parce que on a quand même 5 alliés dans le deck puisqu'il a récupéré un soutien d'histoire. Il a enlevé une bandoulière. Bon, pourquoi pas. Et concrètement, finalement, pas tant de modifications que ça. Donc des modifications pour aller un peu plus dans cette histoire de tank et profiter des ressources et des capacités des différents soutiens qui en disposent. Et on part un peu voilà, sur le Pimp My Gun, même si avec 17 XP, on n'est pas allé super loin. Donc, bon. Après, le fait de ne pas être allé super loin, c'est dans cet archétype-là, ça veut aussi dire qu'il a eu besoin de s'orienter un peu différemment pour améliorer le deck. En l'occurrence, notamment, voilà, on le sait, la mise en place accélérée, c'est quelque chose qu'il affectionne beaucoup. Il joue énormément sans tenir au plan, et je le comprends, c'est un must chez les gardiens, vraiment.
Donc sans tenir au plan, lui tout seul, ça prend quand même 6 XP. Ce n'est pas rien. Au niveau du coup, on voit que par rapport au deck de départ, le deck final coûte quand même beaucoup plus cher. Bon, néanmoins, l'étoile est là pour nous permettre de rentabiliser mieux nos soutiens, sachant que oui, car par particularité, l'étoile, ce qui est bien, c'est qu'elle vient un peu renforcer la bandoulière, qui est quand même assez fragile. Donc c'est pas inintéressant du tout. Et en termes d'icônes, on a toujours cette suprématie des icônes d'intelligence avec voilà, cette petite particularité que j'ai donnée, c'est-à-dire que les icônes d'intelligence sont quand même concentrées sur des cartes qui nous servent à récupérer des indices, donc on ne va pas pouvoir s'en servir en totalité. Et toujours le même constat pour les icônes libres. Il reste quelques icônes de force. Bon, après, les icônes de force sont peut-être moins importantes du fait de munitions personnalisées, modifications sur mesure, voilà, et de fiable aussi, qui permet d'avoir des boosts passifs sur Becky. Sur les retours d'expérience, ce qui a marché, encore une fois, c'est l'accélérateur de mise en place avec sans tenir au plan, j'en ai déjà parlé. Les cartes sélectionnées, c'était toujours sur ces gardes, de façon voilà, à pouvoir poser un certain nombre de soutiens pour une seule action, en économisant des ressources de surcroît. Plus qu'une dans la chambre, de façon à pouvoir récupérer une munition supplémentaire et avoir un boost intéressant de plus 3 au cours du round. Donc dans le cadre de Becky, c'est toujours intéressant parce qu'il peut arriver des moments où en fait on gère tellement bien les ennemis qu'ils ne collent plus de dégâts, donc du coup les munitions sur Becky, petit à petit ça me nuise, et avoir plus qu'une dans la chambre, ça peut quand même nous sortir d'affaire par rapport à un mauvais pas. Et les modifications sur mesure, qui est un ravitaillement, et quoi, comme je disais, personnalisable. Alors en l'état, voilà, il n'a pas pu prendre partie pleinement de cette carte, il a juste pris la carte de base, il n'a pas eu assez d'XP pour approfondir le sujet, mais voilà, il y a quand même des améliorations intéressantes sur modification sur mesure. En conclusion, sur le Pimp Becky, concrètement, ça n'a pas super bien marché. Ça n'a pas super bien marché parce qu'en fait, on est trop dépendant de Becky, qui a certes un coût assez faible pour ce qu'elle fait, mais qui n'est pas une arme transcendante non plus. Finalement, c'est une Thompson 45 qui coûte 4 ressources de moins. C'est pas folichon, surtout que bon, avoir Becky, ça peut être un peu long. Oui, on a au total du coup une possibilité d'avoir 5 cartes qui nous permettent pour 4 d'entre elles d'avoir Becky indirectement, mais il faut le faire, il faut les avoir, il faut le faire. Et le fait de recharger Becky est quand même assez dépendant du fait voilà, de se prendre quand même des attaques et des dégâts, ou alors de mal gérer les dégâts et les horreurs du DR. En l'état, son deck c'était un deck vraiment mono-arme, concentré sur Becky, donc si on n'a pas Becky, déjà c'est compliqué. Si Becky se fait défausser par un effet de deck rencontre, ça peut être compliqué. Elle prend aussi 2 mains, donc ça, Becky, franchement, en termes de carte signature, concentre un tas de contraintes non négligeables, là où par exemple l'arme de Roland, franchement, est quand même plus intéressante, ou par exemple le col de détective de Joe Diamond lui permet d'avoir des slots de main supplémentaires pour des outils. Là, Becky, avec ses 2 slots de main, ça génère une contrainte non négligeable vraiment sur le deck. Et le fait d'avoir une seule arme à feu, ça concentre vraiment tout sur cette arme-là. Et effectivement, voilà, le deck est vraiment trop dépendant. Et dans les faits, un archétype Pimp My Gun nécessite quand même un petit peu d'XP, ne serait-ce que parce que la plupart des améliorations coûtent 1 XP, parfois un peu plus, et modification sur mesure, pour en tirer pleinement parti, il faut dépenser de l'XP. Mais le souci, c'est que tout XP dépensé là-dessus ne vous permet pas d'améliorer le module enquête, ne vous permet pas d'améliorer votre mise en place, et donc du coup, vous commencez à injecter un nombre d'XP plus ou moins important, mais qui finalement n'est là que en réaction à l'apparition d'ennemis, qui en solo sont pas forcément pléthores, et qui en plus nécessitent autant de pioches, autant d'actions pour en fait une rentabilité en termes de tempo pas forcément au rendez-vous.
Oui, il y a des cartes intéressantes comme plus qu'une dans la chambre, mais encore une fois, en solo, il n'y a pas forcément des milliers d'ennemis. Après, cette carte-là peut être largement rentabilisée et gardée, mais il faut pouvoir la garder en main. Et encore une fois, si le DR nous bloque en nous la faisant défausser, ben on aura eu une carte morte pendant je sais pas combien de temps dans notre main, et c'est bien dommage. Les modifications sur mesure, j'en ai parlé et j'y reviens pas. Évidemment, le gros manquement de Becky, c'est le fait, à cause des 2 slots de main, de nous imposer quelque part le fait d'avoir une bandoulière de façon à combler le manque d'enquête et donc à pouvoir jouer une lampe torche ou autre chose, le vieux trousseau de clés ou ce genre de choses, de façon à pouvoir avoir une enquête intéressante. Par contre, ce qui aurait été un plus sur le deck, de ce qu'il m'a dit au vu de cette campagne, c'est avoir un peu plus de quoi gérer le DR, notamment tout ce qui est test défensif réactif, c'est-à-dire les tests de volonté et d'agilité. Alors la campagne est un peu particulière, il y a certains scénarios qui testent énormément certaines compétences défensives réactives, et effectivement c'était un peu dommage parce que comme je vous l'ai dit, alors oui on avait 13 icônes libres, mais en fait ces icônes libres, entre initiative et audace, ça en représentait déjà 12. Alors prendre l'initiative ça va, parce que pendant la phase du mid vous avez 3 icônes libres dessus, mais audace ne sert que pour attaquer ou échapper à un ennemi. Donc en fait déjà sur ces 13 icônes au total, vous pouvez en virer 6. 6 qui ne serviront pas pour du coup gérer le deck de rencontre. Et ça c'est un peu dommage. Alors oui, du coup entre prendre l'initiative et chanceux, on avait au total 4 cartes qui nous permettaient de gérer le DR, mais néanmoins c'était un peu limite pour Tommy qui a des stats défensives un peu ric-rac avec son 3 en volonté et son 2 en agilité. C'est passé, mais c'était compliqué. Du coup, moi je peux vous proposer un deck alternatif. Alors attention, moi je n'ai pas joué ce deck alternatif sur la même campagne qu'Akodo, c'est-à-dire sur la quête onirique. C'est un deck alternatif d'une campagne que j'ai en cours avec Tommy Muldoon sur la conspiration d'Innsmouth, donc ce n'est pas du tout la même campagne, ça n'obéit pas du tout aux mêmes exigences en matière de gestion de la campagne, mais ça me paraissait intéressant parce que de vous le présenter, parce que déjà c'est une campagne que j'ai en cours, même si ça fait un petit moment que je n'y ai pas joué, parce que en termes de deck building, j'en suis à peu près au même point, à peu près à 17 XP, je crois même que je suis à 17 XP pile poil, et parce que il y a quand même certaines similitudes et à certaines réponses par rapport à ce que je vous ai dit de son deck et de ce que lui en fait m'a fait remonter. Donc ce deck alternatif, il ne se base pas que sur Becky. Moi j'avais décidé de prendre les battes de baseball qui ne sont pas très chères et qui ont peu ou prou le même effet en fait que Becky. Elles sont aussi à 2 mains, elles donnent aussi un +2 et elles font aussi +1 dégât. Après voilà, on le sait, elles peuvent casser à cause du crâne ou de l'échec automatique. Mais du coup, j'avais 3 armes. En termes de combat, j'avais aussi pris des coups vicieux. Et c'est tout, en fait, en matière de combat. La grosse différence avec, du coup, Akodo, c'est que j'ai décidé de ne pas prendre de bandoulière et du coup de gérer l'enquête autrement. Alors là, le deck est à 17 XP, donc on voit qu'il y a l'agent de terrain. J'ai choisi de prendre l'agent de terrain couplé à la carte tarot l'étoile de façon à pouvoir récupérer 3 indices potentiellement avec. Je joue pas à fond sur l'agent de terrain parce que je ne prends pas par exemple digne de confiance ou je ne prends pas présence motivante pour le soigner. Bon, c'est un choix. Moi, mon choix en fait se base beaucoup plus sur les analgésiques et la pipe qui sont aussi 2 objets de façon à venir on va dire compléter les dégâts sur l'agent de terrain de façon à le rentabiliser assez vite. Alors avant les agents de terrain, je précise dans le deck initial, j'avais pris le Mystérieux Corbeau, voilà, qui me permettait de gratter des indices. Sur le module enquête toujours, moi j'aime bien la carte courageux. Je sais, c'est fragile, ça n'a qu'un point d'horreur et on est obligé d'attribuer les horreurs dessus avant de les attribuer sur notre investigateur. Mais bon, pour ça on a le manteau de cuir, on a aussi l'agent de terrain, tant pis qui pourrait tanker, voire Alina Harper s'il le faut. Mais j'aime bien courageux parce que ça permet, à mon avis, de profiter de la génération de ressources de Tommy. Concrètement, j'ai pas eu Becky à chaque fois. J'ai souvent fait une grosse partie de ma partie avec une batte de baseball, voire les 2. Et en fait, j'arrivais à engranger beaucoup de ressources que je pouvais écouler avec courageux pour enquêter.
Mon Tommy ne rabaisse pas la difficulté, enfin ne rabaisse pas la valeur occulte des lieux, mais se booste en faisant des enquêtes parfois à 6 ou 7 grâce à Courageux. Sur l'enquête, j'ai scène de crime. Dans le deck initial, j'avais 2 scènes de crime. J'en ai enlevé une pour privilégier l'étoile. Et du coup, en enquête, j'ai Nature de la Bête. Nature de la Bête, c'est une carte qui est arrivée avec les clés écarlates. Ah, je vous ai pas sorti le visuel, mais bon, bref, c'est un dilemme. Les dilemmes, c'est voilà, ces nouvelles cartes survivantes qui sont des événements qui ont des effets révélation, à l'instar des cartes traîtrises du deck de rencontre. Nature de la Bête nous permet en fait de piocher 3 cartes rencontre, d'en choisir une, défausser les autres. Et une fois qu'on a pioché cette carte à l'issue, on découvre un indice dans n'importe quel lieu. Nature de la Bête permet de découvrir un indice dans n'importe quel lieu révélé. Donc du coup, ça nous permet de passer les lieux les plus compliqués et de venir récupérer un indice, soit voilà dans un lieu avec un point de victoire, soit dans un lieu où il y a une action particulière, si jamais il n'y a plus d'indice, et en repassant dessus. Moi j'aime beaucoup cette carte. Franchement, au début je la jouais pas beaucoup, mais en fait, en choisissant une carte parmi 3 sur le DR, les 3 premières du DR, on trouve toujours quelque chose qui nous arrange. Soit quelque chose qui colle des dégâts au précieux souvenir, au manteau de cuir pour recharger Becky, soit un ennemi, parce qu'on peut avoir une preuve, moi c'est pas mon cas ici, mais ça peut l'être. On peut récupérer un ennemi qui nous permet de jouer scène de crime dans notre lieu pour récupérer 2 indices aussi. Ça, c'est quand même assez intéressant. Moi j'aime beaucoup cette carte, et puis à défaut, voilà, on peut prendre une carte rencontre dont on se fiche complètement. Ou une carte rencontre qu'on peut décider d'annuler avec éprouver sa détermination, si vraiment elle est trop embêtante. On peut choisir à dessein un truc, on peut enlever par exemple des antiques fléaux, et avoir un test de volonté qu'on va booster avec Courageux. Nature de la Bête, moi je trouve que c'est vraiment une très bonne carte, et en tout cas qui va très très bien avec ce deck là, puisque avec Courageux je peux me booster en volonté, avec éprouver sa détermination je peux annuler un truc, mais dans tous les cas, globalement avec Nature de la Bête, ce que je vais faire c'est que je vais défausser les pires trucs et je vais prendre le truc qui m'arrange le plus, concrètement. Et du coup au niveau de l'enquête c'est tout, mais c'est quand même pas mal, honnêtement on a 2 agents de terrain, un Courageux qui nous permet de nous booster, Nature de la Bête, scène de crime, franchement on n'est pas trop mal. Évidemment j'ai un dégourdi. Enfin, j'ai 2 dégourdis, les dégourdis me permettent d'aller récupérer souvent Nature de la Bête, parfois la croisée des chemins. Ça m'est arrivé une fois de récupérer une batte de baseball parce que j'étais un peu sec niveau combat. Mais avec dégourdis et Nature de la Bête, ça nous garantit 4 indices dans n'importe quel lieu révélé. C'est quand même très très fort, c'est quand même très très intéressant. Bon, j'en viens du coup à ce qui caractérise mon deck, c'est-à-dire la mise en place autrement. C'est-à-dire que j'ai choisi, encore une fois, j'aime beaucoup cette carte, bien équipée, j'ai fait une vidéo dessus, je vous encourage à aller la voir. J'aime beaucoup en fait de devoir jouer sur les objets. Pas exclusivement sur le sac à dos, mais moi je trouve que bien équipé c'est quand même très sympa. Là en l'état, dans le deck il y a à peu près 11 objets, et avec bien équipé et à la croisée des chemins, et le sac à dos 2XP, en fait j'arrive très souvent, encore une fois, à poser 3, 4, voire 5 soutiens. Et en plus, comme j'ai une réduction de coût, les analgésiques me coûtent 0, la pipe me coûte 0, le sac à dos XP me coûte 0, le manteau de cuir, le précieux souvenir me coûte 0, la batte me coûte 1, Becky me coûte 1. C'est super, franchement c'est super, en termes d'économie c'est super, et on le voit là avec la courbe, finalement mon deck me coûte bien moins cher que ça, et déjà le deck n'est pas très cher. En matière d'icônes, j'ai plus d'icônes de force que ce que Akodo pouvait en avoir. En tout cas, de façon globale, j'ai moins d'icônes que lui, parce que de toute façon, j'ai Nature de la Bête n'a pas d'icône, Chanceux n'a pas d'icône, à la croisée des chemins n'a pas d'icône. Donc ça fait beaucoup de cartes qui n'en ont pas. Mais je m'en fiche parce que c'est pas la logique de mon deck. La logique de mon deck, c'est quoi? C'est frapper, ça ok, pas de souci. C'est ne pas avoir de problème avec la gestion des ennemis. Donc ne pas rater d'attaque. Et à côté de ça, du coup, avoir le champ libre pour avoir pas mal de ressources pour booster Courageux, ou alors avoir des indices sans test avec Nature de la Bête, scène de crime et l'agent de terrain. Peu d'icônes libres. Néanmoins, contrairement à Kodo, moi qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 prendre l'initiative, j'ai 2 déterminations qui me servent honnêtement exclusivement à faire des tests en volonté. J'ai 2 chanceux, ça me fait déjà 6 cartes du coup, donc 2 de plus que lui. Et j'ai 2 éprouver sa détermination, donc là ils sont à XP, c'est-à-dire que je vais les bannir. Et avant, j'avais les 2 de niveau 0. Ça me servait surtout sur des tests d'agilité qui pourraient être très embêtants, ou des tests de volonté supérieurs à 3. Parce que c'est vrai que le prouver sa détermination de niveau 0 nous permet de faire un test de volonté à 3, réduire le coût
la valeur de difficulté d'un test de 1, c'est quand même assez intéressant. Surtout qu'encore une fois, avec courageux, je peux me booster. Comme je l'ai dit, oui, voilà, au-delà de la mise en place, mon deck, c'est un deck qui joue quand même du coup pas mal sur les objets. Et avec Analgésique et la pipe, je vais vraiment ajuster et aller au mieux dans la gestion, la répartition de mes dégâts, de mes auras, etc. C'est aussi pour ça que moi, erreur de débutant, je m'en fiche un peu parce que oui, j'aurai toujours un dégât ou une aura sur mon poste souvenir ou mon menton de cuir, bah, on me les défausse, c'est pas grave, j'en ai d'autres. J'ai l'étoile qui va venir rentabiliser les prochains, j'ai l'agent de terrain, au pire j'en ai 2. Franchement, il n'y a pas trop de soucis, quoi. Donc comme j'ai dit, voilà, autre type de mise en place. Au-delà de s'en tenir au plan qui coûte 6 XP, bah, il y a bien équipé avec le sac à dos, avec à la croisée des chemins, sur un deck à 11 objets. Honnêtement, ça c'est bien. Je me suis pas trop lourdé. Franchement, la plupart du temps, j'ai au moins 3 objets et très souvent, j'en pose 4, voire 5. Sachant que je ne compte pas forcément le fait de poser un sac à dos, parce que concrètement, au premier main de départ, j'ai, je sais pas moi, un objet, voire 2 objets, un sac à dos. Je pose mon sac à dos. Dans mon sac à dos, j'ai Becky et d'autres trucs. Bah, en fait, je vais en poser 6 au total. Donc c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Sur la partie multi, bon, je vais pas dire grand chose parce qu'on a déjà pas mal parlé de Tommy. Tommy, franchement, enfin voilà, c'est un combattant qui va vers le tank. Moi, j'estime qu'il est vraiment très, voire un peu trop proche de William Yorick, en étant, à mon avis, en tout cas, bon, ça va être un peu sujet à débat ce que je vais dire, mais moi, Tommy, j'ai rarement eu le sentiment que c'était un vrai gardien. Où je trouve que William Yorick fait plus le taf en termes de combattant que Tommy Muldoon. Je trouve que Tommy, il est trop lent. Il a trop d'actions à dépenser pour rejouer ce qu'il a remis dans son deck, contrairement à William qui le joue directement depuis sa défausse. C'est un peu dommage. Moi, j'ai trouvé qu'ils n'ont pas su bien différencier. Enfin, c'est pas qu'ils n'ont pas su différencier, ils sont différents. Mais j'ai l'impression que William est plus combattant que Tommy, alors que pour moi, c'est pas logique. Tommy est gardien, William est survivant. William devrait être un peu plus polyvalent que Tommy, ce qui, à mon sens, n'est pas le cas. William est meilleur et frappe mieux que Tommy, voilà, qui a un peu trop de contraintes, à mon avis, avec Becky. Donc Tommy, au global, a une faiblesse signature qui n'est pas ouf, mais a une carte signature qui n'est pas ouf non plus, en fait. À mon avis, ce qui marche bien en multi avec Tommy, en tout cas ce qui est sympa à faire, ce qui change un peu, moi je vous encourage à le tester, c'est une équipe bénie où on file la lance sainte à Tommy Muldoon. Pourquoi? Parce que Tommy Muldoon, encore une fois, à l'instar de William Yorick, a le meilleur pool de cartes pour gérer le béni, survivant gardien. Et du coup, il peut en introduire pas mal. Ses camarades de jeu peuvent aussi en introduire pas mal. Il a pas mal de cartes gardiens qui font écho à l'utilisation des bénis en termes de les mettre de côté, les remettre en jeu, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Et en fait, contrairement à William, c'est là que Tommy peut briller, c'est qu'il a cet avantage d'avoir accès à la lance sainte, bon, un F10 aussi, mais surtout la lance sainte qui, au-delà du fait d'avoir la même capacité que Becky en première action, combattre ou gagner plus en force, infliger plus en dégâts, il y a quand même la deuxième capacité. En cherchant 2 pions bénis dans la réserve du chaos et les sceller sur la lance sainte, on combat, on gagne plus 4 et on fait plus de dégâts pour cette attaque. Là, ça commence quand même à causer. Tommy a accès à des cartes comme enchanter une arme, donc si on commence à avoir une lance sainte enchantée, là ça commence à causer, vraiment. Donc moi j'estime que si on veut vraiment un Tommy combattant qui fasse la diff, il faut partir sur quelque chose comme ça, la lance sainte ou peut-être le fendoir vétuste, mais au moins là il y aura une vraie particularité et on tirera pleinement parti de son biclassage gardien survivant pour utiliser la lance sainte au mieux. Voilà ce que j'ai à vous dire sur Tommy Muldoon. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter parce que vraiment, voilà, c'est un. Je sais que c'est peut-être pas la. Entre guillemets, c'est pas que c'est pas la meilleure vidéo, c'est sûr. Mais mes propos sont beaucoup plus sujets à débat parce que moi, personnellement, même si j'aime bien Tommy, même si j'ai réussi Carcosa en solo avec, même si Lane Smooth ça se passe plutôt bien, je trouve qu'en matière de tempo, ça va pas. Il manque quelque chose. Malheureusement, ça pêche un peu. Le renouvellement du pool de cartes survivants avec les clés écarlates lui a donné, à mon avis, un énorme coup de boost. Vraiment un énorme coup de boost entre l'agent de terrain, nature de la bête, à la croisée des chemins. Franchement, c'est un autre investigateur qu'on a, à mon avis. On gagne pas mal d'actions, on arrive à aller un peu plus loin. Mais
Moi, je trouve ça un peu dommage, ce gardien un peu en demi-teinte, qui combat pas super bien, qui a une carte signature qui est plus contraignante qu'autre chose. Voilà. Mais bon, bref, je m'arrête là. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et d'ici à la prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes parties. À la prochaine!